le deuxième intervenant, c'est Laurent Lefebvre. Après le regard de l'observatrice, celui de l'acteur. Pour le deuxième volet de cette introduction, nous accueillons donc Laurent, qui est un père aidant confirmé, diplômé de la promotion de la licence médiateur santé père 2019 avec l'Université Paris 13, vice-président de l'association des pères aidants d'Alsace et alentour, qui s'appelle GP3A. Il a été salarié en tant que père aidant en santé mentale dans un institut médico-social pendant 2 ans. Actuellement, il anime en libéral des formations avec un psychologue, M. Konopinski, pour les salariés du sanitaire et du social. Et par ailleurs, il participe à l'écriture d'un atelier d'éducation thérapeutique pour le centre hospitalier de Rouffach, j'espère que je prononce bien, dans le Haut-Rhin. Il souligne la richesse de faire coïncider le savoir académique avec le savoir expérientiel et l'importance de la confiance et du dialogue. Pour lui, la rémunération du savoir expérientiel est très importante à partir du moment où on lui reconnaît une réelle plus-value. Il a coutume d'utiliser la médiatisation de la pérédance comme outil de déstigmatisation. Il organise des événements dans sa région, par exemple en invitant la presse au marathon de Colmar auquel il a participé. Il répond à des interviews, il organise des réunions et il conclut une des réunions publiques qu'il a organisées, une des réunions de pères aidants, avec cette belle phrase porteuse d'espoir. À travers eux, preuve est faite qu'on peut s'en sortir. Laurent Lefebvre, on l'a dit, est administrateur à l'UNAFAM depuis 2020 et il a été une des chevilles ouvrières et même l'initiateur de ce colloque. Pour nous parler des étapes qui ont permis de passer de l'entraide informelle à la professionnalisation, il a choisi le type de son intervention, du bénévolat à la reconnaissance salariale des savoirs expérientiels. Laurent, tu as la parole pour à peu près 15 minutes et ensuite je te transmettrai les questions qui sont envoyées par l'assistance. Bien, merci bien Hélène pour cette présentation. J'allais vous dire bonjour à toutes et à tous d'abord. Voilà, alors sachant que Madame Ève Gardien introduirait ce colloque en parlant de la pérédance d'un point de vue universitaire, j'ai choisi pour ma part d'exposer mon vécu depuis le moment où j'ai pratiqué le bénévolat jusqu'à ma professionnalisation actuelle. Ainsi, nous parcourrons ensemble les étapes et les motivations de mon chemin de vie pour comprendre d'un point de vue expérientiel les enjeux posés. Alors, en 2003, âgé de 37 ans, lors de ma 3e et dernière décompensation, j'accepte finalement de prendre un traitement à vie. Mais pendant 2 ans, je ne vois aucune amélioration de mon état. Je passe mes journées à fumer, à boire des cafés sans pouvoir passer à l'action. Je ne vois pas d'avenir heureux pour moi. C'est dans cet état de souffrance que j'ose mettre en doute la toute-puissance du savoir scientifique de mon médecin en lui disant « Docteur, vous n'avez jamais pris mes médicaments, vous en ignorez les effets secondaires et la douleur psychique que j'endure. Au rendez-vous suivant, surprise, il me propose le traitement que je prends encore aujourd'hui, 17 ans après. J'ai compris avec le temps que j'avais réussi à partager le vécu de ma maladie avec mon médecin. J'avais moi aussi un savoir à partager, un savoir issu de l'expérience de ma maladie. Ce dernier y avait répondu en tenant compte de ce que je lui avais dit. Entre nous deux, un partenariat s'était instauré et marqué le début de mon rétablissement. Cette expérience m'a permis d'établir des règles d'action dans mon métier actuel de médiateur de santé père, en aidant les personnes que j'accompagne à préparer leurs futurs entretiens médicaux pour qu'ils soient acteurs de leurs soins, leur permettant ainsi de reprendre du pouvoir sur leur vie. Sortant de ma torpeur du fait que je commence à me rétablir, j'intègre un GEM, un groupe d'entraide mutuelle.
Celui-ci venait d'être inauguré par suite de la loi du 11 février 2005. Au contact de mes pairs, je réalise que nous partageons les mêmes problématiques, les mêmes angoisses du quotidien. Je ne suis plus seul et je me sens plus fort. Progressivement, je prends conscience que je peux tisser du lien social, d'autant plus important que mon parcours professionnel est chaotique, marqué par des périodes où je ne travaille pas. À la même époque, je prends conscience de la stigmatisation de ma pathologie, la schizophrénie, à l'origine, entre autres, du suicide de certaines de mes connaissances. J'éprouve alors le désir d'un engagement pour lutter contre les préjugés de la société face aux maladies psychiques et pour apporter également de l'espoir à mes pairs qui sont dans la désespérance. Les années suivantes, je vais me lancer des défis pour me prouver que je peux gagner des batailles contre la maladie. Arrêter de fumer en futin. De multiples tentatives furent nécessaires pour arriver au but fixé. En conséquence, chaque jour sans cigarette augmenta l'estime de moi-même et la confiance en mes capacités jusqu'à envisager, 2 ans plus tard, de courir un marathon. Cette préparation va durer plus de 4 ans. Il me faut perdre du poids. Je passerai de 114 kilos à 86 kilos grâce à une hygiène de vie drastique. Je me forme à la sophrologie, aide utilisée pour préparer la course. J'accumule ainsi des savoirs scientifiques et expérientiels mesurant les effets bénéfiques du sport sur ma santé mentale. Malgré la prise d'un antipsychotique qui me prive en partie des effets stimulants des endorphines, je réussis la prouesse de terminer parmi les finishers de cette course mythique. Courir pour courir n'était pas la finalité, mais c'était la démonstration médiatisée qu'on pouvait casser les préjugés de ce handicap et ainsi donner de l'espoir à beaucoup de personnes, usagers, familles, personnel soignant. Cet événement va m'ouvrir d'autres horizons. Je témoigne dans des réunions publiques à la demande de l'UNAFAM. Je suis contacté par le centre hospitalier de Rouffach en mars 2016 afin de participer à un colloque « Santé mentale et santé physique, un lien vital ». J'apprends ainsi que cet hôpital envisage de recruter des médiateurs de santé pair, perspective d'un nouveau métier. Ceci implique un premier entretien organisé par l'hôpital et le CCOMS pour une embauche éventuelle qui, si elle a lieu, permet d'accéder à la licence 3, sciences sanitaires et sociales, mention médiateur de santé pair. Finalement, c'est la structure médico-sociale appui qui m'embauche, me permettant de suivre cette formation universitaire. À ce propos, une petite remarque. Ce ne fut pas simple de s'adapter au code du langage et de la méthodologie universitaire. Il s'ensuivit quelques sueurs froides. Pour la première fois, je m'engageais dans un métier qui faisait sens pour moi. Enfin, j'utilisais mes savoirs hybrides, les uns expérientiels, les autres académiques, mais les deux acquis de haute lutte. Ils étaient officialisés par la signature de mon contrat de travail et ils me donnaient une légitimation auprès des équipes pluridisciplinaires. C'était également la reconnaissance officielle de mon parcours de rétablissement, me permettant de m'émanciper de l'allocation adulte handicapé puisque devenu salarié. Je quittais le circuit du bénévolat qui, pendant quelques années, m'avait permis de témoigner de mes expériences. En fait, je faisais sans le savoir et sans la nommer de la pérédance. À noter que le bénévolat, pour certains, favorise des prises de parole plus libres parce que non liées à un contrat de travail et parce qu'il ne nécessite pas une formation universitaire obligatoire. J'espère que cette prise de parole vous aura permis de mieux comprendre ce que peut être le parcours d'un père aidant passant du bénévolat à l'autonomie financière. Alors, à l'heure actuelle,
j'ai quitté le statut de salarié pour créer mon auto-entreprise. Je forme ainsi en binôme avec un psychologue clinicien des équipes du sanitaire et du médico-social à la notion de rétablissement, au savoir expérientiel et au partenariat en santé mentale. Je voudrais aussi ajouter ici que je suis vice-président donc d'une association de pères aidants en Alsace et alentours, le GP3A, et je tenais ici à parler de Pascal Garnier aussi, qui est le président de cette association, et lui dire, puisqu'il fait du bénévolat depuis de très nombreuses années, depuis une quinzaine d'années, il est bénévole, il est père aidant, et il utilise son temps libre pour faire de la père aidance, puisqu'il a un métier par ailleurs, il est couvreur, zingueur, et il fait de la père aidance bénévolement. Nous pratiquons dans cette association la conférence interactive qui permet quelques scénettes théâtrales de théâtraliser pour communiquer sur la père aidance dans les institutions de la région. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Laurent, merci pour cette présentation remarquable, pour la clarté et aussi pour la sensibilité des propos. Il y a plusieurs commentaires et questions sur le chat. Les commentaires, tout d'abord, beaucoup de félicitations, d'encouragement. Celle qui a retenu mon attention, mais qui résume les autres, c'est celle de Marianne Dudon-Bergdorf qui dit « Merci monsieur, vous êtes un warrior ». Ah bon, gentil. Merci beaucoup. Et nombreux sont ceux qui expriment ce type de sentiments. Il y a une question assez précise, Laurent. Au regard de votre expérience, pouvez-vous dire que l'absence de perspective dans une vie a été déclencheur ou a été majorante, un effet majorant de la schizophrénie? Effectivement, la maladie, la schizophrénie, impacte, j'allais dire, de plein fouet la motivation, c'est-à-dire a des effets sur finalement le passage à l'action. C'est-à-dire que c'est chimique, c'est un processus chimique qui se passe dans le cerveau et finalement, on a du mal à agir. C'est ça le problème. Et du coup, quand vous avez du mal à agir, vous avez du mal à vous projeter dans votre vie. Et c'est comme si c'était un bateau qui a dématé en plein océan et qui a plus de voile, il n'y a plus de boussole, il n'y a plus de gouvernail et vous êtes finalement sur l'océan pris par les courants. Et vous avez du mal à prendre le volant de votre vie. Et c'est ça et la schizophrénie, effectivement, est une maladie qui impacte ça. Et voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je ne sais pas si c'est bien répondu, mais en tout cas, c'est absolument visuel et compréhensible et explicite. Une autre question de Béatrice Alain. Quelle est la différence entre père aidant et patient partenaire en ETP? ETP pour l'assistance et éducation thérapeutique du patient. La différence entre père aidant et patient partenaire. Alors, patient partenaire, on peut se dire aussi patient ressources, patient expert. C'est vrai qu'il y a, comme Ève Gardien l'a bien rappelé tout à l'heure, il y a pas mal de noms différents qui sont donnés dans la père aidance finalement. La différence, c'est patient expert, finalement, il va intervenir il va faire la formation ETP, qui est d'une 40aine d'heures, et il va pouvoir intégrer l'équipe pluridisciplinaire d'un hôpital sur certains programmes. Par exemple, un ETP, ça peut être l'ETP étape, c'est-à-dire
un programme d'éducation sur la prise de poids quand on prend des médicaments. Donc, on fait une information et finalement, le patient expert est quelqu'un qui a une expérience dans la prise de poids et qui a réussi finalement à s'en sortir finalement. Donc, un rapport à l'espoir aussi. La frontière est assez ténue, mais le père aidant, j'allais dire, qui fait une formation universitaire, là, pour le coup, s'il intervient, il peut intervenir dans des programmes ETP, mais à ce moment-là, il sera considéré comme médiateur de santé père ou père aidant professionnel. Voilà. Et la différence, finalement, elle est aussi dans la rémunération, puisqu'un père aidant, il va pouvoir peut-être être dans ce programme ETP, mais il va être payé sur ses heures puisqu'il est salarié de l'hôpital, alors qu'un patient expert, finalement, on va lui rembourser ses frais de déplacement, mais il sera bénévole. Donc ça, c'est quand même une différence importante aussi. Très bien, c'est bien clair. Une dernière question, Laurent. Aujourd'hui, considérez-vous votre schizophrénie comme une maladie ou plutôt comme une condition mentale que vous assimilez? Alors, on a dit, c'est vrai que la présidente de l'UNAFAM, Marie-Jeanne Richard, a dit en introduction qu'on peut faire effectivement un parcours de rétablissement, mais pour autant, on n'est pas finalement guéri. Et c'est pour ça que je continue à prendre un traitement. Voilà. Est-ce que je considère aujourd'hui que je suis encore malade? Moi, je dirais, je parlerai de singularité psychique. C'est-à-dire, pour moi, c'est beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mon rétablissement, finalement, j'ai utilisé d'autres vocabulaires pour décrire ma situation. Et là, aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis malade. Je dirais que j'ai une singularité psychique qui est la schizophrénie. Mais ça, je n'aurais pas pu le dire au début, quand j'étais complètement sous le tempo de la maladie. Justement, le rétablissement, c'est quand c'est plus la maladie qui dicte le tempo, mais que on commence à se fixer des objectifs et à reprendre du pouvoir d'agir. Voilà. Ok, merci pour cette notion-là très parlante, je trouve, de singularité psychique. On peut arrêter l'intervention et les échanges sur ce mot-là, singularité psychique. Et puis, encore à nouveau, je te transmets tous les merci et toutes les reconnaissances d'espoir de l'idée de cette intervention très inspirante qui sont apparues en nombre sur le chat. Voilà. Merci Hélène.